Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à cette nouvelle séance de révision. Donc là, on arrive un peu à la sixième série qui va traiter un peu des demandes marshalliennes, de la fonction de la demande de manière générale et en particulier de ce qu'on appelle la demande marshallienne. Je rappelle, la demande marshallienne, donc c'est une fonction qui dépend du revenu du consommateur, c'est-à-dire que la quantité demandée dépend du revenu du consommateur, du prix du bien et du prix des autres biens qui soient substituables ou complémentaires. Alors c'est une hypothèse du modèle standard néoclassique que de limiter le nombre de variables qui influencent la quantité demandée à trois, à savoir le revenu, par exemple le prix du bien X et le prix de l'autre bien Y. Alors, c'est une fonction qu'on obtient, c'est-à-dire lorsqu'on nous demande d'établir et d'élaborer sa formule, son expression générale, eh bien, on l'obtient en résolvant tout simplement le programme du choix du consommateur, à savoir maximiser l'utilité sous la contrainte budgétaire. Et en n'utilisant que les variables à l'état général, eh bien, on obtient donc x étoile. Hein, c'est la même méthodologie qu'on utilise pour trouver la combinaison optimale x étoile, y étoile, sauf qu'on ne travaille pas avec les chiffres. Et donc, on obtient au final x étoile qui dépend de r, px, py, comme on obtient aussi y étoile, fonction de r, px et py. Alors, cette expression générale, quelle est son utilité? Eh bien, son utilité, c'est que ça nous permet, d'accord, d'étudier l'impact du changement des variables hein, qu'on vient de citer, les trois variables R, Px, Py, sur les quantités demandées par le consommateur à l'optimum. Parce que si on trouve l'équilibre du consommateur, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une solution qui est définitive, dans le sens où si le revenu, par exemple, du consommateur change, on se pose la question, est-ce qu'il va garder les mêmes quantités demandées ou pas? Et donc, pour répondre à cette question, donc on utilise cette fonction de demande marshallienne pour voir quelle est la nouvelle valeur de x étoile, quelle est la nouvelle valeur de y étoile, en remplaçant par, bien sûr, les nouvelles valeurs des variables qui ont changé. De la même manière, si le prix du bien x augmente ou baisse, quel est l'impact sur la quantité demandée de x étoile, y étoile, et ainsi de suite. Donc, ça nous permet d'étudier, d'analyser le changement dans l'équilibre du consommateur parce que ça peut changer lorsque le programme du choix du consommateur change. Soit je change la fonction d'utilité, soit je change la contrainte ou les éléments composant la contrainte budgétaire. Donc à ce moment-là, bien sûr, il va y avoir du changement dans les quantités demandées à l'optimum. Et donc grâce à cette fonction, ça nous permet de trouver les réponses de façon plus rapide et plus pratique. Très bien, donc voilà un petit peu l'objectif de cette séance de révision sur les demandes marshalliennes, étudier les changements, l'évolution de l'optimum du consommateur lorsque les éléments, les variables du programme du choix du consommateur changent. Très bien. Alors donc on y va, série 6, c'est l'avant-dernière. Donc on va s'intéresser aux demandes marshalliennes. D'accord? Alors bien sûr, ces fonctions de demande marshallienne, ils ont la propriété de manière générale hein, donc d'être croissantes en fonction du revenu. C'est-à-dire si le revenu du consommateur augmente, eh bien les quantités demandées seront plus importantes par le consommateur. Les fonctions de demande marchande aussi, ce sont des fonctions en général décroissantes du prix du bien. C'est ce qu'on appelle la loi de la demande. La quantité demandée baisse lorsque le prix devient plus cher et inversement. À part quelques exceptions, comme on a vu, les biens de luxe, les biens Giffen, hein, on a déjà expliqué ça. Et puis, de manière générale, si le revenu, le prix du bien X et le prix du bien Y changent simultanément et dans la même proportion, comme on a déjà vu dans la contrainte budgétaire, eh bien les quantités demandées par le consommateur à l'optimum ne changeront pas. Et donc là, il y a une appellation un peu plus technique mathématiquement parlant. On appelle les fonctions de demande marshalliennes homogènes de degré zéro. Ça veut dire que si les trois variables qui composent cette fonction de demande marshallienne changent en même temps et avec la même quantité ou avec le même pourcentage, eh bien les quantités demandées restent inchangées, identiques. Ok? Très bien. Allez, on va attaquer hein, donc le premier exercice. Alors, je vais noter les données au fur et à mesure parce que j'ai changé un petit peu hein, par rapport aux séries hein, donc de l'année dernière. Juste une précision, hein, donc il y a quelques changements.
parce qu'il y a certains qui vont travailler sur des séries anciennes. C'est bien, hein, donc bien évidemment, mais il suffit pas parce qu'il te dit oui, je vais juste répéter les mêmes choses. Non, c'est pas toujours les mêmes choses qui se répètent. Donc il y a toujours des changements. Donc il faut travailler les anciennes séries, mais aussi les nouvelles. Donc d'où l'utilité de ces séances de révision, d'accord? Alors, donc, fonction d'utilité, imaginons que U x1, hein, pour changer un petit peu, parce qu'on a suffisamment travaillé avec xy, donc on va changer un petit peu, et essayez de vous entraîner, vous habituer à ça, parce que vous pourrez avoir ça le jour de l'examen, donc il ne faut pas être surpris. Donc pour éviter l'effet de surprise, essayez de travailler toujours avec d'autres notations, et ça vous fait une petite, enfin un petit entraînement, une petite répétition par rapport à ce genre de changement. Très bien, donc le prix du bien X, ou enfin le prix du bien 1, donc le prix du bien 1, on va le noter P1. C'est un petit peu comme si j'avais le prix du bien X, hein, c'est PX. Et le prix du bien 2, donc je vais le noter, bien sûr, P2. D'accord? Très bien, donc première question, donner les expressions des demandes marshalliennes. D'accord? Les expressions des demandes marshalliennes. Très bien. Alors, ici, hein, donc, la question elle est directe, elle est claire. Je vais chercher x étoile, y étoile, mais pas les valeurs de x étoile, y étoile, pas les chiffres, mais les expressions. Hein, je souligne le mot expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on me demande, donc toujours lorsqu'on vous pose une question, essayez de traduire ça. Qu'est-ce qu'on vous demande concrètement, mathématiquement parlant? Il faut convertir les mots en variables, bien sûr. Donc, expression de demande marshallienne des deux biens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le bien 1, on cherche x1 étoile, mais pas la valeur, bien sûr. Hein. Donc, si je laisse comme ça veut dire la valeur. Mais je cherche l'expression générale, ça veut dire en fonction de R, le prix du bien 1, c'est P1, et le prix du deuxième bien, l'autre bien, c'est P2. D'accord? Pour le bien 2, pareil, on va chercher x2 étoile, je ne vais pas mettre y, hein, x2 étoile, qui est fonction de R, le prix du bien, P2, et le prix de l'autre bien, c'est-à-dire le bien 1, P1. D'accord? Voilà ce qu'on me demande dans la question. Donc, pas les chiffres. Je le mets entre parenthèses, ok? Très bien, donc bien sûr, quand on cherche x étoile, y étoile ou x1 étoile, x2 étoile, la démarche est la même, hein, que ce soit les chiffres ou l'expression générale. Mais bien évidemment, hein, donc je dois respecter la question, d'accord? C'est pas que moi on me demande une chose et moi je vais répondre dans un autre sens. Hein, donc bien sûr, ça se considère comme un hors-sujet et donc vous aurez 0, tout simplement. Donc pour éviter ça, respectez les questions de manière stricte. Très bien. Alors, x1 étoile, x2 étoile, comment je vais les trouver? Ben, je vais résoudre le problème hein, donc, du consommateur, du programme, du choix du consommateur. Donc, c'est la solution au programme, au problème du choix du consommateur. OK? C'est ce que je l'ai dit en préambule de cette séance, c'est-à-dire que pour obtenir les demandes marshalliennes, on va résoudre le programme du choix du consommateur. Très bien. Donc c'est quoi le programme? Ben, c'est maximiser l'utilité. Je remplace la fonction d'utilité, c'est x1, x2, n'est-ce pas? Sous la contrainte, ok, que R est égal à x1 fois P1, je respecte la notation, plus x2 P2. Donc x1 c'est la quantité du bien 1 fois le prix du bien 1 plus x2 la quantité du bien 2 fois le prix du bien 2 P2 bien sûr. Voilà. Donc la seule chose enfin auquel j'applique hein, donc bien sûr hein, le remplacement hein, donc c'est la fonction d'utilité mais le reste donc ça reste à l'état général. Très bien. Même si on me donne les chiffres. Très bien. Alors le Lagrangien donc il dépend de x1, c'est comme si j'ai x. À la place de y, je mets x2. Et bien sûr, lambda ne change pas. À quoi est égal? Ben, c'est toujours le même principe. La fonction objective, qu'est-ce que je maximise? Je maximise x1 fois, bien sûr, x2. Donc, je mets la fonction d'utilité toujours, plus, bien sûr, lambda, facteur de quoi? Ben, qui multiplie R moins l'expression de la dépense, c'est-à-dire x1 P1, plus x2
P2. Pas plus, un moins, bien sûr. C'est moins, moins. Très bien. Voilà donc notre Lagrangien. Donc on va étudier les conditions de premier ordre, comme d'habitude. Je prends le Lagrangien, je vais dériver par rapport aux trois variables, respectivement. Donc par rapport à x1 est égal à 0. Par rapport à x2 est égal à 0. J'annule les dérivées premières. Et par rapport, bien sûr, à lambda est égal à 0. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, je vais dériver cette expression donc par rapport à x1. Ici, j'ai x1 fois x2. Donc, x2, c'est la constante. Je dérive x1 par rapport à lui-même. Donc, c'est 1. Qu'est-ce qui reste ici? x2, n'est-ce pas? Après, je dérive cette expression tout entière par rapport à x1. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Qu'est-ce qui me reste? Moins 1 fois lambda. Ça veut dire moins lambda P1, qui est égal à 0. Donc, directement, j'écris lambda P1. Et comme j'ai dit toujours, donc ici à gauche, on met la dérivée de u par rapport à la première variable. Et on met égal lambda toujours fois le prix du bien donc, qui nous intéresse. Ici, c'est le bien 1, donc je mets P1. Pareil, à quoi est égale la dérivée de u par rapport à x2 est égal à x1. Je mets la dérivée de u par rapport à x2 est égal à x1 et je mets égal lambda, le prix de l'autre bien, c'est-à-dire le deuxième, c'est P2 directement. Okay. Et après, pour la troisième, c'est la contrainte budgétaire. R est égal à P1 x1, pour changer un petit peu, P2 x2. Et ce sera notre troisième équation. C'est bon? Très bien. Bien sûr, à l'optimum, on a l'égalité entre le TMS, c'est-à-dire U' de x sur U' de y, parce que ça, c'est quoi? C'est U' x1. Et ça, c'est U' x2. Quand je fais le rapport, voilà, c'est le TMS en réalité. Donc, à l'optimum, on a l'égalité entre le TMS et quoi? Et le rapport des prix. D'accord? Très bien. Alors, je fais 1 sur 2 pour avoir la condition de l'optimum. OK? Alors, si je fais 1 sur 2, donc ça me donne, cela implique x2, n'est-ce pas, sur x1. Alors, je rappelle, voilà, ici. Je fais le rapport, donc ça fait x2 sur x1, qui est égal à lambda P1 sur lambda P2. Donc je reprends ici, est égal à lambda P1 sur lambda P2. Ok? Très bien. Alors, je simplifie par lambda, il me reste bien sûr le rapport des prix. Et là, effectivement, donc j'ai l'égalité donc entre TMS pour le rappel, et le rapport des prix, vous voyez, donc on est à l'optimum. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça le jour de l'examen, donc je fais ça uniquement pour le rappel, puisqu'on fait de la révision. D'accord? Très bien. Le TMS est égal au rapport des prix. Alors, je ne m'arrête pas là, bien sûr. Mon objectif, c'est quoi? C'est d'habitude, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit Y en fonction de X. Mais là, je n'ai pas Y et X. Y, c'est X2. Et X1, c'est X. Je l'écris ici. D'accord? C'est l'équivalent. Donc, écrire Y en fonction de X revient à écrire X2 en fonction de X1. Donc, on cherche X2 en fonction de X1. Toujours, chaque fois que je voudrais passer d'une étape à une autre, je me pose la question. Quel est mon objectif? Quel est le point d'arrivée auquel, donc que je voudrais atteindre, bien évidemment. Alors, écrire x2 en fonction de x1. Donc, ici, j'ai x2 sur x1 qui est égal à P1 sur P2. Donc, je vais réarranger cette égalité, cette équation. Donc, x2 est égal à quoi? Ben, j'ai x2 fois P2, n'est-ce pas, qui est égal à x1 fois P1. Donc, ce qui implique que x2 est égal à quoi? Ben, est égal à P1 sur P2. Je fais passer P2 de l'autre côté, fois, bien sûr, x1. Et le tour est joué. Et ce sera ma quatrième équation. x2 est égal à P1 sur P2 fois x1, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, puisqu'on a trouvé x2, on va essayer de se débarrasser, d'éliminer x2. Pour l'éliminer, on va le remplacer. Dans quelle équation? Dans la troisième, la contrainte budgétaire. Donc, je fais 4 dans 3, comme d'habitude, pareil. Et j'obtiens donc R qui est égal à quoi? Ben, P1 fois x1, ne change pas, plus P2 fois x2. Je remplace, ça fait P1 sur P2 fois x1. Je remplace x2 qui est là
par son expression que j'ai trouvée dans l'équation 4. Et là, je m'aperçois que je peux simplifier par P2, et comme ça, il me restera uniquement la variable, parce que deux inconnus, ça va être compliqué d'avoir la solution. Et donc là, on ramène l'équation à une seule inconnue, c'est-à-dire x1. Donc x2, il disparaît de la circulation. Ce qui implique que R est égal à P1 x1, n'est-ce pas, plus P1 x1. Voilà, parce que j'ai simplifié par P2, c'est éliminé. Donc, il reste P1 fois X1. Très bien, donc ça fait que R est égal à 2, hein, donc P1 X1. Ce qui implique, bien sûr, vous voyez, il y a une seule inconnue qui reste ici, c'est X1. Donc, X1 étoile sera égal tout simplement à R sur 2 P1. Voilà ma première demande marshallienne, bien sûr, du bien 1. Et ça sera ma 5e équation. Qu'est-ce que je fais après? Ben, comme d'habitude, encore une fois, je vais revenir à la 4e équation et remplacer. Donc, on a trouvé quoi? On a trouvé que x2 étoile, donc ça va être égal à quoi? P1 sur P2 fois x1 étoile. On a trouvé que x2 est égal à P1 sur P2 fois x1. Donc là, si je mets x2 étoile, ça va être égal à P1 sur P2 fois x1 étoile. Ok? Très bien. Donc je remplace. Ça fait P1 sur P2. x1 étoile, on vient de la trouver, c'est R sur 2 P1. Je simplifie par P1 ici. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste? R, bien sûr, sur 2 P2. Et voilà, donc la demande marshallienne du bien 2 dépend de R et du prix de ce bien. Alors, parfois, on trouve les trois variables, P1, P2, R, mais souvent, on trouve juste deux variables. Donc, ce n'est pas un problème. Très bien, voilà les fonctions de demande marshallienne. Hein, donc, x1 étoile est égal à R sur 2P1 et x2 étoile est égal à R sur 2P2. Très bien. Alors, deuxième question maintenant. Donc, on vous dit que R est égal à 40 unités monétaires, ou 40 dirhams. P1 est égal à P2 est égal à 2 dirhams. Quelle quantité, d'accord? Quelles sont les quantités de X1 et X2, d'accord? Qui seront demandées par le consommateur. Je rappelle que la série, je vais la partager sur Teams, d'accord? Par le consommateur à l'optimum. Quelles sont les quantités de X1, X2 qui seront demandées à l'optimum par le consommateur. Donc, puisque c'est à l'optimum, donc, qu'est-ce qu'on cherche? X1 étoile, X2 étoile. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? Les valeurs numériques, c'est-à-dire les chiffres. Ok, très bien. Alors, pour avoir les valeurs numériques, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va juste revenir aux expressions des demandes marshalliennes de x1 étoile et x2 étoile et remplacer R, P1, P2 par leurs valeurs respectives. Donc, on a x1 étoile qui est égal à R sur 2 P1. Donc, je remplace R, c'est 40, n'est-ce pas, sur 2, fois 2, ça fait 40 sur 4, ça fait 10. Okay. Et de la même manière, donc x2 étoile sera égal à R sur 2 P2, mais puisque les prix sont les mêmes, donc on va avoir 40 aussi sur 4, ça fait 10. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un revenu de 40 dirhams, des prix qui est égal à, ou qui sont égaux à 2 dirhams, eh bien le consommateur il va demander 10 unités de chaque bien à l'optimum. 10 pour le bien 1 et 10 pour le bien 2. Ok? Très bien. Alors, troisième question. La troisième question, qu'est-ce qu'il nous dit? Si le prix du bien 2 augmente, donc si P1 augmente et devient égal à 6 dirhams au lieu de 2, d'accord? La quantité demandée du bien 2 sera-t-elle la même? D'accord? Est-ce que la quantité de x2 étoile restera la même? C'est-à-dire, est-ce qu'il sera toujours égal à 10? Ce qu'on vient de trouver, d'accord? Est-ce qu'il est toujours égal à 10? D'accord?
Très bien. Est-ce qu'il sera toujours là, la même? Autrement dit, donc, on va chercher la valeur, la nouvelle valeur de x2 étoile et on va la comparer avec l'ancienne, n'est-ce pas? Donc, voilà un petit peu l'objectif. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, le revenu, il reste inchangé, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours égal à 40. Le prix du bien 1 est égal toujours à 2. Ça n'a pas changé. Mais le prix du bien 2, il devient égal à 6. Donc, P2 initial, si vous voulez, est égal à quoi? À 2 dirhams. Il devient P2 final, qui est égal à 6. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Donc, est-ce que la quantité de x2 étoile va changer ou pas? Donc, je vais calculer x2 étoile initiale, elle est déjà calculée, est égale à 10, n'est-ce pas? Et je vais chercher x2 final, étoile bien sûr. Ok. Alors, x2 final sera égal à quoi? Bah, c'est R sur 2P2 final. Ok. Très bien. Donc, R, je ne vais pas mettre final parce que c'est la même. Hein, c'est la même valeur, il ne change pas. Donc, R, je remplace, ça fait 40, n'est-ce pas? Sur 2 fois le nouveau prix final. Ici, c'est 6. Je remplace par le nouveau prix. Ça fait 40, bien sûr, sur 12. Alors, 40 sur 12, ça nous donne final qui est égal à 3,33. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, si P2 augmente, ok, c'est-à-dire qu'il passe de 2 à 6 dirhams, eh bien, la quantité demandée du bien 2 à l'optimum par le consommateur, il va baisser, vous voyez, donc il va baisser, c'est-à-dire qu'il passe de 10 à 3,33. Ça veut dire qu'on a perdu, hein, donc, 2 tiers, hein, c'est-à-dire lorsqu'on a multiplié ici, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé de 2 à 6 dirhams, ça veut dire que j'ai multiplié le prix du bien 2 par 3. Qu'est-ce qui s'est passé pour la quantité? Était divisé par 3 en réalité, hein, parce que ça fait 10 sur 3. Hein. Donc, multiplier P2 par 3, ça implique que x2 étoile est divisé par 3. Voilà l'interprétation, pour résumer un petit peu. Donc, multiplier le prix par 3 revient à diviser la quantité optimale demandée par le consommateur par 3. D'accord? Très bien. Donc, c'est proportionnel, mais dans le sens inverse. Très bien. Alors, dernière question, la quatrième. On suppose maintenant que le prix... Un instant, s'il vous plaît. Alors, très bien. Donc, la quatrième question. Donc, j'essaie juste d'ajuster un petit peu donc, les données. Alors, pour la quatrième question, donc, on vous dit, on suppose maintenant que le prix du bien 1 et le revenu augmentent également. Donc, cette fois-ci, hein, donc, le prix du bien 1, en plus du prix du bien 2, qui a été multiplié par 6, hein, si vous vous rappelez, hein, par 3, pardon, hein, donc on est passé de 2 à 6 dirhams. Et bien maintenant, le revenu aussi, il va augmenter, le prix du bien 1 va augmenter. Donc on va préciser dans quelle mesure ça va augmenter. Alors, supposons que R, d'accord, va passer à 120 dirhams. D'accord? Et le prix du bien 1, il va passer aussi à 6 dirhams. Le prix du bien 2, déjà, elle est passée à 6 dirhams. N'est-ce pas? Très bien. Alors, quelles sont les nouvelles quantités du bien 1, du bien 2 qui sont demandées à l'optimum? Ok, c'est-à-dire x1 étoile, x2 étoile. Est-ce que ça va être toujours les mêmes quantités initiales, 10, 10 pour chacune des deux, ou au contraire, ça va changer? Est-ce que ça va augmenter? Est-ce que ça va baisser? Très bien. Alors, je reviens aux quantités, aux valeurs initiales. R initial est égal à combien? Est égal à 40. Très bien. Le prix du bien 1 initial est égal à 2. Et le prix du bien 2 initial aussi est égal à 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit?
le revenu il est passé à 120 dirhams. Donc, R final, le nouveau revenu, hein, final c'est nouveau. Donc, le revenu final est égal à 120, n'est-ce pas? Le prix du bien 1 final est égal à 6. Et le prix final du bien 2 est égal aussi à 6. Donc, ça veut dire quoi ici? Qu'est-ce que vous remarquez? Quel est le rapport entre les valeurs finales et les valeurs initiales? On voit bien que on multiplie les variables ou les valeurs initiales de R, P1, P2 par 3. Parce que ça, c'est quoi? 40. Pour avoir 120, je multiplie par 3. Pour avoir 6, je multiplie 2 par 3. Ici, je multiplie par 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, R, P1 et P2 sont multipliés en même temps par 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que R, P1 et P2 augmentent, d'accord, dans la même proportion. Et donc, lorsqu'il augmente de la même proportion, hein, donc si vous voulez, qu'est-ce que ça vous rappelle? Eh bien, la contrainte budgétaire du consommateur, il va pas changer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur, même si on lui dit que son revenu il est multiplié par 3, il a augmenté, il est assez intelligent pour comprendre que cette augmentation ne va pas changer, ne va pas le pousser à changer ses quantités. Pourquoi? Parce que les prix aussi, ils ont été multipliés par 3. Et du coup, hein, donc cette multiplication par 3 des prix va annuler ou compenser l'augmentation du revenu, de manière à ce que le pouvoir d'achat va rester inchangé. Si le pouvoir d'achat, bien sûr, du consommateur reste inchangé, dans ce cas-là, les quantités qu'il va demander, elles vont rester les mêmes. Autrement dit, les nouvelles valeurs de x1 et x2, ça va être toujours égal à 10. Ils ne vont pas changer parce que le consommateur n'est pas victime d'illusions monétaires. Ok? Très bien. Donc, on écrira ça. Alors, même si hein, ça augmente dans la même proportion, cela implique que le pouvoir d'achat du consommateur n'a pas changé. N'a pas changé. C'est quoi le pouvoir d'achat? C'est R sur P. Et effectivement, on a multiplié R par 3 et les prix par 3. En simplifiant, il reste le même, hein, R sur P. N'a pas changé. Donc, le consommateur ne va pas changer non plus ses quantités demandées à l'optimum. On a déjà écrit ça dans les exercices précédents, hein, donc on répète un petit peu. Mais c'est l'objectif de la révision, bien sûr, répéter jusqu'à ce que ça soit compris. Alors, les quantités demandées à l'optimum, donc ils ne vont pas être changées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que x1 étoile est égal à x2 étoile est toujours égal à 10. Même si le revenu a été multiplié par 3, bien sûr, hein, donc ça va pas changer le comportement du consommateur parce que il est, comment dirais-je, il est conscient, hein, donc que même s'il y a une hausse de son revenu qui a été multipliée par 3, eh bien cette hausse, elle est un petit peu annulée, elle est compensée par la multiplication des prix par 3 aussi. Et donc, il ne va pas modifier son comportement d'achat. Donc, c'est ce qu'on appelle l'absence d'illusion monétaire, bien évidemment. Et donc, on aura toujours x1 étoile est égal à x2 étoile est égal à 10. D'accord? Très bien. Voilà un petit peu pour ce premier exercice.